Bon, eh bien, bonjour à tout le monde. Donc, je suis Fabrice Olivet, directeur d'Asud. On va, dès ce matin, commencer à essayer de se prendre le cerveau avec des questions un peu compliquées. En fait, pour nous, il s'agissait d'avoir un débat aujourd'hui sur les nouvelles positions de la réduction des risques du point de vue de l'efficacité par rapport notamment au changement de la loi et d'essayer de faire un panorama rapide de où est-ce qu'on en est, notamment du fait qu'aux États-Unis et au niveau international, vous l'avez compris, les choses avancent beaucoup plus vite que dans notre pays. Alors, on a une hypothèse qu'on a essayé de mettre en forme de point d'interrogation. C'est le fameux modèle neurobiologique de l'addiction. L'addiction comme maladie du cerveau, un postulat en manque de preuves. Et je vais commencer par quelques éléments de contexte. Ensuite, on donnera la parole à nos invités, à savoir Carl Hart, qui vient des États-Unis, qui est neurobiologiste à la Columbia. Bon, Benyamina, que je ne présente plus, que tout le monde connaît, et Marie Geoffrey, qui est sociologue. Alors pourquoi ce débat ? On va commencer très vite par les questions qui fâchent. Il y a une hypothèse sur l'addictologie en général, qui serait qu'elle est devenue une référence paradigmatique sur les questions des drogues. Bon, ça c'est indéniable, qui a pour conséquence la mise en index des abuseurs de produits illicites, tabac, alcool, une montée d'un discours alarmiste sur les dangers du cannabis, une espèce de double peine pour les usagers de substances illicites qui sont délinquants de fait, et en même temps, donc ça c'est la parole du jour, des malades chroniques, des traitements de substitution aux opiacés qui deviennent une prison après avoir été des instruments de libération il y a quelques années au moment de l'épidémie de sida, et surtout, du point de vue épistémologique, une écrasante surreprésentation des sciences dures, notamment la neurobiologie, sur les sciences humaines et les sciences sociales, comme instrument de compréhension du phénomène en général. Donc, prochain slide, s'il vous plaît. Ah, ok. Donc, tout cela nous conduit à parler de qu'est-ce qui guide en fait la compréhension des choses quand on parle de politique des drogues, les mythes et réalités. En fait, depuis toujours, on peut dire que la politique de drogue est ballottée entre deux pôles, qui est soit la matérialité des drogues, bon, quoi, combien et comment, a priori, qui semble être le point le plus sensé pour comprendre les choses. Et les mythes, les fameux mythes, c'est des histoires que l'on se raconte à propos des drogues. Et curieusement, c'est plutôt les mythes qui jouent un rôle moteur dans les politiques de drogue. Bon, si vous avez l'occasion de lire le best-seller de Yuval Harari, je vous le recommande dans Sapiens, il vous expliquera comment l'homo sapiens s'est toujours nourri de mythes plutôt que de faits pour organiser le monde. En fait, donc, ce fameux modèle psychopathologique de ce que j'appellerais la religion du cerveau, hein, la brain decay, nous dirait notre camarade Karl, a mis en exergue dans la dictologie. Il prétend abolir ces mythes en feignant d'oublier que toute notre politique est basée sur un mythe suprême, c'est celui de la prohibition de certaines substances et pas d'autres. Alors, bon, pour aller très vite, pour donner encore une fois des éléments de contexte de ce débat un petit peu compliqué, hein, je m'en excuse encore de commencer si tôt le matin par des choses comme ça, on avait, avant la réduction des risques, le mythe du toxicomane. Thèse bien connue des années 70-80, thème central de la souffrance du toxicomane, encore une fois entre guillemets, modèle issu de la gauche et de l'antipsychiatrie, bon, mais qui bizarrement ignorait l'apport des sciences sociales en général au bénéfice de la seule psychologisation,
avec comme seul modèle une prise en charge psychothérapeutique, notamment l'analyse lacanienne, etc. Bon, tout cela, ça fracasse sur le mur du sida dans les années 80-90. Alors, à ce moment-là, donc je fais partie des acteurs qui sont emparés du débat, comme Bertrand Lebeau, que je vois sourire devant moi. Nous avions un rêve, I had a dream. Et la politique de réduction des risques, qui a été immédiatement introduite, contre d'ailleurs l'avis du secteur de soins majoritaire à l'époque, pour juguler le sida, c'était un mythe, là pour le coup, humaniste, le mythe de l'usager de drogue, maître de son destin, qui choisit de consommer librement, et avec une réintroduction de l'objet drogue dans la rationalité, c'est-à-dire aussi une réintroduction de la médecine, hein, des choses de type technique, justement, les faits et les objets dont je parlais tout à l'heure. Et on a rapidement eu un hold-up, il faut le dire aussi entre guillemets, de la hiérarchie hospitalo-universitaire. Je sais que le terme peut être un petit peu péjoratif, mais enfin, c'est quand même celui-là. Et la naissance de la dictologie comme une science dans les années 2000. Alors, il faudrait que je revienne en arrière, là. Voilà. Ce que j'ai toujours appelé cette histoire-là de hold-up, la politique du coucou, hein, qui donne en fait une soi-disant objectivité théorique de la question, en fait, qui est très morale. Il y a une moralisation en pratique du discours anxiogène sur la dépendance des drogues, une absence totale de visibilité des usages simples. Ça, hier, ceux qui étaient parmi nous, vous avez dû entendre Karl Hart en parler, au bénéfice de la pathologisation et pour preuve l'énorme flot d'études qu'on a sur les comorbidités psychiatriques depuis qu'on parle d'addictologie. Enfin, bon, c'est invraisemblable. Alors finalement, ça concerne quand même un nombre extrêmement limité de personnes et une offensive concentrique sur les produits. Je mets encore l'ego parce que j'ai cité une phrase du professeur Dotzenberg, qui par ailleurs est quelqu'un tout à fait estimable, mais que j'ai entendu dire à propos des coins fumeurs dans les cités qu'il ne s'agit pas de questions de droit ou de non-droit, mais de questions de malades contagieux. Bon, on appréciera. Oui, et je veux aussi parler de la question identitaire qui me paraît fondamentale dans notre société, surtout quand on voit le résultat des dernières élections présidentielles. Une question qui a été ignorée pour le coup à la fois par la réduction des risques, il faut quand même balayer devant notre porte, et alors qu'il l'est superbement par la dictologie. Bon, nous avons, nous, rencontré un échec historique en banlieue, c'est très très clair. C'est une explication d'ailleurs qu'on peut avoir sans doute par rapport au traumatisme qu'a été l'épidémie de sida dans certaines populations dans les années 80. Et en fait, la politique des drogues, ce qui devrait nous préoccuper en permanence, est au cœur du divorce dont on parle tous les jours entre la jeunesse enfin une partie de la jeunesse issue de l'immigration et la police. Or, évidemment que la dictologie se désintéresse des questions de marché, de discrimination et de culture. Alors, voilà, il y a une hypothèse, c'est la white supremacy. Ça, c'est une phrase qu'on ne peut quasiment pas prononcer en France et qui, j'étais donc récemment à la conférence du Drug Policy Alliance, donc le Drug Policy Alliance qui est ce gros mouvement américain qui a permis le changement récent de politique des drogues. Et en fait, Michelle Alexander, dont je vais vous recommander en bibliographie l'ouvrage majeur, elle parle à la fois de l'élection de Trump et de la proposition 64, donc la légalisation du cannabis en Californie, qui ont lieu exactement au même moment. Ça a été le même jour. Et a priori, plein d'observateurs ont parlé d'une contradiction apparente. Et pour elle, il n'y a pas de contradiction. L'explication, c'est la white supremacy, c'est-à-dire que, en fait, cette légalisation du cannabis n'aurait de valeur que pour les seuls blancs et que la discrimination envers les noirs, par le biais de la guerre à la drogue, continue à l'heure actuelle. La légalisation du cannabis, en fait, effectivement, n'a aucune valeur si elle n'inverse pas ces processus de discrimination. Et je pense que c'est quelque chose à méditer pour nous en France. Alors,
voilà, moi je pense qu'il y a aussi des rendez-vous manqués de la neurobiologie, des sciences du cerveau, qui sont des outils. Il ne faut pas faire passer ce que je dis comme quelque chose de rétrograde. Je suis pour la science, je me suis battu pour que les produits de réduction des risques s'introduisent dans notre explication des choses. Mais il y a un ouvrage, bon, pour ceux qui s'intéressent à la sociologie, qui fait débat en ce moment, c'est l'ouvrage de Gérald Bronner sur le danger sociologique. Et c'est tout à fait à décalquer sur nos discussions. C'est-à-dire, c'est l'idée que soit la sociologie avec les sciences du cerveau sont uniquement des outils qui servent à expliquer les comportements individuels, soit avec Bourdieu, la sociologie sert à organiser la pensée et à donner des grandes orientations sur où est-ce que va la société. C'est le vieux débat aussi entre l'inné et l'acquis comme facteur d'explication. Et effectivement, je pense que la brain decade, donc la décennie du cerveau, a des choses à nous apprendre sur le corps, et notamment en matière d'identité. Ce serait très intéressant. Paradoxalement, sur tous les débats sur le racisme, je pense que la décennie du cerveau va nous apprendre des choses, et des choses politiquement très incorrectes, notamment en France, hein, sur... justement, les rapports entre notre hérédité, ces questions des races qu'on n'a pas le droit de prononcer en France, et la question de l'acquis qui règne en maître depuis 1945 sur notre pensée. Donc voilà, je pense que ce débat devrait avoir sa place ici, mais ce n'est pas le cas, loin de là. Donc voilà, je vais ouvrir la discussion sur cette petite... préambule. Donc, ce modèle psychopathologique qui refuse de distinguer entre produits licites et illicites rend invisible l'énorme impact de la prohibition sur nos politiques de drogue, à savoir l'incarcération de masse d'une partie de la jeunesse des quartiers sur une base ethnique, notamment par le biais des contrôles aux faciès, et par la pathologisation de la demande de drogue qui émane majoritairement des classes moyennes insérées. Alors, la question, la dictologie idiot-utile de la prohibition, avec un point d'interrogation. Voilà pour la bibliographie, je vous remercie. Donc je vous présente, pour ceux qui ne le connaissent pas, Carl Hart, qui est neurobiologiste à la faculté Columbia de New York. Et bon, je pense que voilà, vous allez comprendre pourquoi c'est un interlocuteur assez inorthodoxe en matière de neurobiologie. Bonjour, good morning. It's very early in the morning. Thank you. Thank you for joining us this morning. I want to thank the organizers, Jean-Pierre. Thank you for inviting me again. Thank you, Fabrice, for putting together this panel. And thank you for attending. I like to be somewhat provocative this morning and like to have a lively conversation or discussion after my presentation. You should know something about me before I start. I began studying drugs in the 1980s in the US at a time when crack cocaine was introduced. And my community was hit hard, so I thought, by crack cocaine. So I thought that if I got educated in the neurobiology of drug addiction, I could cure drug addiction and then solve the problems of my community. And so I have spent most of my career searching for the neurobiological mechanisms that control drug addiction. And this is one of my earlier publications, and it shows what I have focused primarily on the midbrain dopamine system. I spent a lot of years studying this midbrain dopamine system. And I spent many years believing that people who are addicted to drugs
have neurobiological differences in their brains compared to people who are not addicted to drugs. So one, I thought, could look at the brains of drug-addicted people and compare those brains to those people who are not drug-addicted, and you could see these differences. This is what I believed. I believed it like a religious devotee. This was my religious or my text. Drug addiction is a brain disease. And then I decided, after about 25 years or so, I decided to write a book about my life and my career. And this book forced me to look critically at my life as well as my work. And when you look critically at your life and work, you discover some things that are not pleasant, both in my life as well as in my career. And what I'd like to do today is to share with you all some of those things that I discovered. It is true, I have known this for some time, it is true that recreational drugs, these drugs of abuse, the drugs that we're concerned about, it is true that all of these drugs temporarily alter the functioning of specific neurons. And science, or my science, was primarily interested in the way those drugs altered the functioning of monoamine neuron, that is, dopamine, serotonin, norepinephrine, primarily. That's what we were concerned about. So that's an important fact. But there's another important fact, too, that we often overlook. We often overlook that despite the fact that those neurons are altered after taking drugs by everyone who takes those drugs, anyone who takes these drugs, you have these neurobiological effects, whether you are addicted or whether you are not addicted. And the vast majority of people who take these drugs are not addicted. 75 to 90% of these people are not addicted. And what we know also is that many of these people, when we look at the folks who are addicted, many of them have co-occurring psychiatric illnesses, co-occurring physical illnesses, and these psychosocial factors account for a substantial proportion of these individuals. We know this sort of thing. Now, these are just some important facts that I have discovered along the way. Now, discovering these facts have made me question or look carefully at this notion of whether or not drug addiction is a brain disease. Then I did not tell you, I started off studying Parkinson's disease before studying drug addiction. And so when I think about a brain disease, I think about Parkinson's disease, or I think about Huntington's disease. And so when I think about making a comparison between drug addiction and something like Parkinson's disease, the thing that we know about Huntington and Parkinson's disease is that these diseases are progressive. That means once they get started, they are irreversible and they are fatal. But when you look at something like drug addiction, most of the people who are drug addicted recover on their own. It's not irreversible oftentimes, and it certainly doesn't have to be fatal, and it doesn't have to be progressive. And also when we look at something like Huntington's disease or Parkinson's disease, we can see this striatal atrophy. You can see the damage. And then you can see this damage that eventually progresses to the clinical manifestation of these disorders. You don't have a comparable neurobiological substrate in something like drug addiction. So when you think about making comparisons with other known brain diseases, the analogy does not hold up as well. But I will put that on hold for a second. Let's just think about drug addiction alone and think about some of the things that we have learned from the study of laboratory animals.
When I think about some of the things that we've learned from laboratory animals, I want to use one example today. I want to use the example that is one of the best examples we have in terms of human drug addiction or drug addiction is with methamphetamine or amphetamines. One of the things that we know about amphetamines, when you give large doses of amphetamines to laboratory animals, you can see clear neurotoxic effects on monoamine-containing cells. You can see that large doses of amphetamine destroy these cells in laboratory animals. You can clearly see this sort of thing. And you can also see disruption in behavior with these laboratory animals when you give large doses to naive animals. You can see destruction or damage to monoamine neurons, and you can see disruptive behaviors. But there are some caveats to those findings, and these caveats are oftentimes omitted in our sort of facilitation or pursuit of this theory that drug addiction is a brain disease. These caveats are this: if you allow the animal to become tolerant, that is, give the animal escalating doses of amphetamines, and then give them this large dose of amphetamine, you block the neurotoxic effects of amphetamines. You can also block the neurotoxic effects of amphetamine by simply allowing the animal to self-administer the drug on their own. If they are allowed to self-administer large doses, you can also block these neurotoxic effects. Now, these findings underscore the importance of tolerance. And when we think about human drug takers or drug users, you often escalate your dosing over time. You don't take a large bolus dose your first time. If you do, you probably are not around to tell us about it. So you typically escalate your doses over time. So this tolerance is protective. We oftentimes do not share this with the public. Now let's turn our attention to the question of, does methamphetamine or any amphetamine or any drug in general, do these drugs cause brain damage or toxic effects to humans? That's the question. That's the important question. Now, a few years ago, I took up this question by doing a critical review of the literature, the brain imaging literature and the cognitive literature that concerned itself with the effects of methamphetamine, long-term effects on methamphetamine in people who were addicted to methamphetamine. So I reviewed the literature, all of the papers that were published up until that point. This paper was published in 2012. And one of the things that I discovered was that when you compare the cognitive functioning, this is a brain function, of course, when you compare the cognitive functioning of methamphetamine addicts with those of individuals who are of the same age, same education, and so forth, you find that the methamphetamine users' cognitive performance is within the normal range. Now, you may get a very different picture of what is said in the literature if you simply look at what people say and not look at their data. The data says what I just said, and that's the conclusion of our review. But oftentimes, people have overinterpreted their findings in the literature, and they have presented a picture that is not reflective of the actual data. And that was one of the subjects of this critical review. And what about the brain imaging literature or the brain imaging data? Now, I want to just take a second here to just explain this slide so we're all on the same page. This is a graph from a paper published by Chrisellen Johansson and her husband, Charles Schuster. Charles Schuster, or Bob Schuster, was the director of NIDA back in the 80s. Bob Schuster was a very different director than the current director, Nora Volkow. Bob Schuster data mattered to Bob Schuster. And this is one of the papers that they published that looked at PET
This was a PET imaging study that looked at binding, monoamine binding in this case, of individuals who were addicted to methamphetamine versus controls. The controls are in the circles and the methamphetamine users are in the triangles. This is a measure, an indirect measure of binding potential of monoamine neurons in the midbrain, in the striatum. Now, it's important for me to point out that what this says. This basically says that people who never use methamphetamine compared to methamphetamine users have a higher binding potential in this midbrain region. So there is about a 10 to 20% difference between the controls and those people who use methamphetamine. So what does this tell us? Now, some people have inappropriately interpreted this to say that this is evidence that those neurons no longer exist in the methamphetamine users, so you have a lower binding potential. Now, this technique alone cannot tell you that, but this is how some people have interpreted this. It could simply be neural adaptation, which means just neurons upregulate and downregulate, receptors upregulate, downregulate in response to drugs, agonist drugs. This is a basic of pharmacology. It doesn't mean that the cells are no longer there. Just could simply mean neural adaptation. That's what it can simply mean. And when we think about the actual data, what you see here are individual data points for participants. What you see is some of the methamphetamine users look identical to the controls. So the methamphetamine users in some cases look identical to control, and in some cases they have a higher binding potential than the controls. But in general, there is a 10 to 20% difference between the group. So you have this tremendous amount of overlap. And this is the best that you have in the neural imaging literature. This is the best evidence for the notion that drug addiction is a brain disease. This is the best evidence. And if you look at these data, it's important for you also to understand that we don't know what was there, what was in the brains of folks before they started to taking the drugs. We don't know if this is in response to the drug or not. But this is the best evidence we have. So it would be a tremendous stretch of the imagination to say that this is evidence for drug addiction is a brain disease. But the problem is, oftentimes the folks who promote this notion never look at the data. But I invite you to actually go to the literature and look at the data. And the data tells a very different story than the story that is promulgated by the proponents of this theory. Now, what I concluded from this review after looking at all of the literature is that there's virtually no evidence in humans indicating that drug addiction is a brain disease. That's what I concluded in the literature, and it forced me to write an editorial in Nature Human Behavior, and in this editorial, I was summarizing some of these data, pointing out that the notion that drug addiction is a brain disease, there is limited data to support it, one, and more importantly, is that this belief in this notion helps to facilitate or promote social injustice. And I will tell you why I have come to that conclusion. So why did I come to that conclusion, or how did I come to that conclusion? So bear with me, for example. Let's just suppose that drug addiction is a brain disease. Let's suppose that. If that is the case, then the problem is the interaction between the drug itself and that individual's brains. If that's the notion, then our solution lies in one of two approaches. One approach says
let's just remove the drug from society. And then we don't have to worry about this notion of these drugs causing brain disease. Let's remove drugs from society. That's the whole notion of a drug-free society. Now, we know there are many problems related to removing drugs from society. From my country, the country from which I come, we have tried this sort of thing. And we become concerned by what happens in response to such policies. What happens there is well-documented cases of discrimination, racial discrimination. I won't go down those numbers. People here will talk about those numbers, but you know those numbers. And then what happens around the globe is that you have people like Philippines President Duterte, who says, he says this publicly, he says that, by the way, the term shabu means methamphetamine. He says that shabu, or methamphetamine, shrinks the brains of those people who use the drug. He's taking this evidence from, I suspect, from the laboratory animal data and some of the interpretations of other people in the literature. He's saying that methamphetamine shrinks the brain. There's no evidence of that, by the way. And he's further saying that because methamphetamine shrinks the brains of people who use the drugs, then these people are irretrievable. Therefore, we can kill them. And some of you all may know Duterte has been reported to have killed more than 7,000 people who use drugs or sell drugs. And his justification is this notion that drug addiction is a brain disease, particularly to methamphetamine, and so therefore you can kill these people. So when we think about the injustices that occur as a result of this notion, it's important for us as scientists and people in the medical field to understand where some of this sort of notion, such strong belief in this notion can lead. And you know, if the data supported that sort of position, okay, then we must go with the data. But I'm calling into question the interpretations of those data. Another issue related to this, if the problem is the interaction between the drug and the individual's brain, then we can exclusively focus on fixing the person's brain. Now, when we think about fixing the person's brain, we can do that with a wide variety of techniques, pharmacological techniques, but it's important for us to understand that most of the people who take those drugs, you don't have this issue related to their brain. And so it's a notion that is empty. Now, but regardless, in both cases, if you take this approach, then there is neither need nor interest in understanding the social and the environmental factors that are important for maintaining and mediating drug use and drug addiction. There is less of a concern to try to figure out these other factors, these other more important factors in terms of drug addiction. And I will leave you with this final thought. This final thought is that our almost exclusive focus on thinking of drug addiction as a brain disease takes away limited resources from other projects, other foci that are known to have more immediate positive impacts on society. Thank you for your attention. Bonjour à tous, je suis Marie-Geoffrey Roustide, je suis sociologue et chargée de recherche à l'INSERM. Et donc je coordonne depuis l'année dernière un programme à l'École des hautes études en sciences sociales qui s'appelle donc Sciences sociales, drogue et société et qui vise à valoriser dans le monde académique l'apport des sciences sociales pour penser la question des conduites addictives. Donc avant de démarrer ma présentation, donc je voulais remercier les organisateurs de THS, en particulier Jean-Pierre, Arcaïtz et Cécilia, donc de m'avoir invité à Biarritz, et Fabrice d'avoir organisé cette session et de m'y avoir invité.
Comment ça marche? Laquelle? Ok, ouais, merci. Donc pour démarrer, quelques éléments de contexte sur la question donc, de l'usage de drogue et des addictions et la manière dont le registre biomédical est dominant aujourd'hui. Donc on l'a vu dans les présentations précédentes, les usages de drogue sont souvent appréhendés le plus souvent, surtout dans les conférences internationales et dans le cadre de la recherche académique, sous l'angle restrictif des addictions et donc des usages dérégulés. Alors que dans la société, il existe également une grande diversité des pratiques d'usage de drogue et des rapports aux drogues qui vont au-delà de ces usages addictifs. Alors, les usages de substances sont dans nos sociétés contemporaines l'objet d'un double cadrage. Un premier cadrage qui est un cadrage légal qui va introduire une distinction entre le licite et l'illicite et qui a une implication morale en introduisant une différence entre le bien et le mal. Et un cadrage biomédical qui introduit une distinction dominante entre ce qui serait de l'ordre du normal et du pathologique et qui vient instituer le modèle de l'usage de drogue comme un modèle maladie, l'addiction maladie, avec la mise en avant en fait, des usages problématiques de drogue. Dans le cadre de ce modèle biomédical, l'usage de drogue devient donc un problème biomédical qui doit être traité individuellement et contrôlé collectivement. Alors en France, à ce double cadrage va se superposer un autre cadrage, qui est un cadrage moralisateur, donc qui est lié très fortement au cadre répressif et qui entraîne un regard particulièrement réprobateur pour penser la question des usages de drogue. Alors concernant la recherche académique, donc dans le monde international et en France également, il y a une visibilité très forte sur la question des addictions, de la recherche fondamentale, de la recherche clinique et de la recherche en santé publique, donc dans le champ des drogues, et qui tend à rendre dominante une vision très biomédicale de l'usage de drogue, qui est centrée sur sa dimension problématique et sanitaire. Donc un certain nombre d'entre nous, dont je fais partie également, puisque je produis également des recherches en santé publique, vont avoir tendance à centrer leurs travaux sur des populations qui sont addictes, des populations qui sont en situation sociale compliquée, qui fréquentent par exemple les dispositifs de réduction des risques. Et donc en fait, ça tend à donner une vision très précise et très centrée sur une vision biomédicale et qui va avoir tendance à centrer la question uniquement sur le lien entre l'individu et le produit, sans prendre en compte la question de l'environnement du risque dans lequel les usagers consomment. Donc, dans les années 80, à la fin des années 90, un sociologue anglais, Tim Rhodes, a introduit une notion intéressante qui est la notion d'environnement du risque pour montrer en fait que les dommages liés à la consommation de drogue étaient souvent pas uniquement liés aux produits eux-mêmes, mais à un ensemble de facteurs qu'il appelle l'environnement du risque, qui sont constitués de facteurs structurels, comme par exemple les politiques des drogues, les politiques sociales, ou les questions économiques autour du marché des drogues, la question de la régulation des drogues, et qu'également d'autres facteurs, comme le poids des normes sociales et familiales, pouvaient exposer les usagers parfois encore plus au risque que le produit lui-même. Alors, cette première notion donc introduite par Tim Rhodes dans les années 90 a permis donc de faire évoluer la manière dont on peut envisager la question des drogues et la question de l'exposition au risque des usagers de drogue, mais elle tend encore à être très proche d'une vision biomédicale dans la mesure où elle se centre encore une fois sur une vision très problématique et centrée sur le risque sanitaire chez les usagers de drogue. Et donc ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui on a un manque très fort de visibilité de la recherche en sciences sociales et en particulier un manque de recherche sur les politiques des drogues en France. Alors, que nous apportent en fait les sciences sociales pour penser la question des usages de drogue? Alors, les sciences sociales, elles permettent d'abord d'envisager les drogues comme des pratiques sociales. Et donc, c'est important de commencer par là. Donc, ça veut dire que si on envisage les drogues comme des pratiques sociales, ça nous autorise également à envisager l'usage de drogue au-delà de la pathologie individuelle et du risque sanitaire.
Ça permet également, les sciences sociales permettent également d'envisager les drogues comme des pratiques sociales ordinaires qui font partie du quotidien et qui prennent sens quand elles sont appréhendées dans leur contexte social. L'apport des sciences sociales, c'est également de s'intéresser non pas uniquement aux risques, mais également aux motivations de l'usage, c'est-à-dire s'interroger sur les raisons pour lesquelles les personnes consomment, le sens qu'elles vont accorder aux pratiques, et en particulier s'intéresser à une question qui est très peu présente dans les recherches biomédicales, c'est la question du plaisir. Dernier point, les sciences sociales permettent également de réintroduire une notion importante qui est la dimension du contexte politique. On l'a vu dans les présentations précédentes, et les recherches en sciences sociales vont pouvoir montrer en fait que le contexte politique a un impact majeur sur la manière dont on va décider dans une société de produire ou non la question des drogues comme une question problématique. Alors, premier élément, première grande évolution permise par les sciences sociales, c'est le fait de prendre en considération l'expérience des drogues et les savoirs des usagers. Alors, si on retourne un peu en arrière, on voit que dès les années 40-50, il y a des travaux fondateurs de sciences sociales qui ont montré que le sens accordé par les individus à leur expérience des drogues et les interactions qu'ils pouvaient avoir avec les autres usagers qui consomment étaient des éléments essentiels dans le rapport aux drogues et qui étaient parfois beaucoup plus importants que les seuls effets pharmacologiques des produits. Par exemple, dans les années 50, un sociologue très connu dans le champ, qui s'appelle Howard Baker, a écrit un ouvrage qui s'appelle Outsider, et dans lequel il a montré que pour les usagers de cannabis, le fait d'apprendre, de ressentir des effets, était lié bien sûr au produit, à la substance psychoactive, mais que ce qui comptait le plus, c'était l'apprentissage social de ces effets et que généralement, les premières prises ne leur permettaient pas de ressentir du plaisir et que c'était en regardant les autres consommer, en discutant des effets avec les autres, que ce plaisir pouvait être ressenti. Donc ce qu'il a montré, c'est que le contexte social et les interactions avec les autres individus, la manière dont l'usage faisait sens pour l'individu, étaient parfois tout aussi importants que la teneur en THC, par exemple, dans le produit. Alors, autre élément sur cette première grande tendance de prendre en considération l'expérience des drogues et des savoirs des usagers, c'est la question des travaux anthropologiques. Et donc, les travaux anthropologiques ont décrit des usages de psychotropes dans les sociétés traditionnelles, qui sont des usages régulés le plus souvent et non problématiques parce qu'ils sont inscrits dans des normes et des régulations sociales qui s'appuient sur les savoirs des usagers. Ces questions ont été présentées, par exemple, dans le cadre d'une session hier sur des drogues aux médicaments, où plusieurs présentations ont mis en évidence cet usage régulé des drogues dans les sociétés traditionnelles. Et donc ces usages régulés, ils existent également dans nos sociétés contemporaines, mais ce que nous montrent un certain nombre de travaux en sociologie, c'est que ces usages, même quand ils sont régulés et qu'ils ne sont pas problématiques, ils s'inscrivent dans des stratégies de micro-normalisation, c'est-à-dire que les usagers ont besoin de justifier leur usage et dans leur discours, quand ils parlent de leur usage, vont avoir tendance à se conformer en fait aux attentes de la société vis-à-vis de cet usage, c'est-à-dire à se conformer soit à une position de victime, soit en essayant d'expliquer les raisons pour lesquelles ils consomment des drogues pour s'adapter à la société et en ayant du mal à évoquer très clairement le fait qu'ils consomment des drogues avant tout pour ressentir du plaisir parce que cette question est l'objet d'un regard moral désapprobateur. Alors, c'est la raison pour laquelle, dans les recherches en sciences sociales, il y a un courant qui s'est développé depuis quelques années et qui cherche à insister sur le fait qu'il est extrêmement important donc, de ne pas se centrer uniquement sur une approche des drogues en termes de risque, mais d'intégrer également dans nos recherches la dimension du plaisir dans la compréhension des usages de drogue. Et prendre en compte cette dimension du plaisir dans les recherches est également a des impacts en termes de politique publique, puisque ce qu'on peut voir dans un certain nombre de travaux qui sont menés en sociologie, c'est que le fait de ne pas prendre en compte la dimension du plaisir peut produire un certain nombre de décalages dans les discussions qui peuvent exister entre les usagers et les professionnels et rendre, par exemple, les politiques de réduction des risques moins efficaces quand la question du plaisir n'est pas prise en compte. Alors, autre élément important
permis par les approches de sciences sociales, c'est d'analyser les usages de drogue en prenant en considération le contexte politique des usages de drogue. Donc, dans les recherches, en particulier les recherches biomédicales et les recherches en santé publique, les dommages qui sont le plus souvent présentés, associés à l'usage de drogue, sont le plus souvent attribués exclusivement aux produits, alors que ce sont souvent les conditions sociales et politiques dans lesquelles les usagers consomment qui vont entraîner des dommages et qui vont amener ensuite à qualifier ces usages d'usages problématiques. Toute une littérature anglo-saxonne, en particulier les travaux de Philippe Bourgois ou de Samuel Friedman, ont montré justement que le contexte politique était parfois beaucoup plus délétère que le produit lui-même et qu'il y avait un impact délétère très important de la criminalisation sur les pratiques des usagers. Philippe Bourgois a montré par exemple que les usagers, en particulier les plus précaires, étaient parfois amenés à injecter de manière très rapide dans la rue par peur d'être découverts en raison de la stigmatisation de l'usage de drogue qu'ils avaient intégré et que cette discrimination les amenait à s'exposer de manière beaucoup plus importante aux risques. Autre élément qui a été évoqué également par Fabrice et par Karl, c'est la question de la dimension raciale des politiques des drogues. Donc la dimension raciale des politiques des drogues est affirmée aux États-Unis et il y a ces dernières années autour des questions d'épidémie d'opioïdes tout un courant donc porté par Karl Hart, Samuel Roberts et des historiens comme Samuel Roberts et David Herzberg qui ont montré qu'il y avait eu un traitement politique différent de l'épidémie des opioïdes aux États-Unis comparé à l'épidémie de crack. Et une des raisons qui est invoquée par ces chercheurs, c'est le fait que les épidémies de crack dans les années 80 étaient essentiellement des produits qui étaient consommés par les populations noires précaires. Et donc, ça avait donné lieu de ce fait à une réponse répressive, alors que ce qui a été montré, c'est que pour l'épidémie d'opioïdes, qui concernait une population de jeunes blancs, là, c'est une politique plutôt de santé publique qui a été proposée aux États-Unis. Alors en France, la question raciale est un impensé aujourd'hui pour différentes raisons. D'abord parce que la France se caractérise par une volonté d'universalisme républicain, contrairement aux États-Unis, qui est beaucoup plus attaché à la notion de communauté, et puis également à cause de l'interdiction de statistiques ethniques. Pourtant, des travaux récents en socio-histoire, portés par Michel Kokoreff et Fabrice Olivet, ont pu montrer le poids de l'histoire coloniale et de l'histoire des banlieues sur les politiques des drogues. Et en particulier, ils ont montré dans les travaux à partir d'une histoire de l'héroïne que l'épidémie de sida dans les années 80 avait contribué à construire des groupes à risque autour de ces populations issues des banlieues, mais n'avait pas été en capacité d'apporter à ces populations précisément une réponse de santé publique dans ces lieux particuliers. Par ailleurs, au-delà de la question des drogues, il y a de très nombreux travaux portés par des sociologues comme Didier Fassin ou Fabien Jobard qui montrent qu'en France, même si nous ne disposons pas de statistiques ethniques, des travaux ont pu être effectués pour montrer en fait que les interpellations étaient très liées à la dimension ethnique. Alors, dernier élément concernant l'apport des sciences sociales, les sciences sociales nous permettent également, au-delà du contexte politique, de prendre en considération également le contexte social des usages de drogue. Et donc, le débat actuel sur les salles de consommation à moindre risque en France est tout à fait révélateur de la confusion qui peut exister entre les problèmes qu'on va attribuer à l'addiction et les problèmes sociaux. Le public qui fréquente les salles de consommation, ça vous a été montré ces derniers jours dans plusieurs sessions, est un public qui va cumuler de nombreuses vulnérabilités sociales en termes de précarité, une population qui n'a pas de logement, qui vit généralement à la rue et qui est l'objet d'une forte stigmatisation sociale. Et les troubles à l'ordre public qui sont dénoncés par les riverains qui vivent dans l'environnement des salles de consommation sont en fait le révélateur d'enjeux politiques et sociaux qui vont bien au-delà de la question des drogues et des addictions. Ce qui est généralement
dénoncée par ces riverains qui sont opposés à l'implantation de ces salles de consommation, c'est plutôt en fait la détresse sociale, les conséquences de la détresse sociale des usagers qui fréquentent ces salles, plutôt que la question de l'usage de drogue en elle-même. Et donc, en fait, ce qui est dénoncé, c'est le regroupement des usagers dans l'espace public, le fait parfois que les usagers consomment dans l'espace public, mais qui est en lien avant tout avec la précarité. Et donc, cette controverse, ce qu'elle met en avant, c'est qu'en fait, la question de l'insertion sociale et la question de l'accès au logement est tout aussi fondamentale que l'accès à la réduction des risques. Et pour avoir des politiques des drogues qui soient efficaces, et en particulier des politiques de réduction des risques qui puissent être efficaces, il faut également prendre en compte la question sociale et améliorer la situation sociale des usagers. Alors, en conclusion, donc ce qu'on peut dire, c'est que penser les drogues sous l'angle des addictions n'a pas que des effets négatifs. Ça a permis donc de proposer des traitements adaptés pour une partie des usagers et d'améliorer leur santé à titre individuel et collectif. Le succès, par exemple, des traitements de substitution aux opiacés a été largement démontré dans la littérature internationale et en France. Les traitements de substitution aux opiacés ont permis de diminuer les overdoses, de diminuer de manière drastique les maladies infectieuses, en particulier le VIH. Et, autre élément très important, dans les années 80, au moment de la mise en place de la réduction des risques et de la naissance de l'addictologie, dans les années 90, penser les drogues sous l'angle du sanitaire à travers l'épidémie de sida a permis également de rompre avec un regard exclusivement moralisateur et répressif. Donc de nombreux progrès ont été permis par le biais de ces approches. Toutefois, une des limites de cette réponse biomédicale, comme j'ai pu le montrer dans cette présentation, c'est qu'elle ne doit pas masquer les inégalités sociales et politiques majeures auxquelles sont confrontés les usagers de drogue et qui vont produire autant de dommages que les produits eux-mêmes. Et donc, il est aujourd'hui indispensable de rentrer dans une nouvelle ère des politiques des drogues, une nouvelle ère de la réduction des risques et de l'addictologie, et d'agir sur la dimension sociale et politique des consommations. Et donc, cela appelle à une modification profonde des politiques des drogues qui soit fondée sur les droits humains et qui permettrait à nos sociétés d'apprendre à vivre avec les drogues en préservant les usages heureux et régulés des psychotropes, qui sont les plus nombreux, tout en préservant et en prenant soin en protégeant et en prenant soin de ceux qui subissent les dommages de la consommation de drogue et en particulier les dommages de la prohibition. Donc je vous remercie. Donc, alors très vite, puisque là on a vu donc la délégitimation de la question du modèle neurobiologique, du point de vue neurobiologique avec Karl, du point de vue social avec Marie, et maintenant le rôle très ingrat à toi, Amine, est de défendre ce modèle. Merci de le faire maintenant. Merci Fabrice, merci à l'organisation de m'avoir permis de venir finalement discuter ce matin. Alors, je vais vous faire une petite confidence, évidemment. Je n'ai pas fait de diaporama pour des raisons pratiques, qui s'avèrent finalement être un joli coup didactique, parce que je n'aurais pas été autant inspiré si je ne vous avais pas entendu les trois avant. C'est hyper important pour moi de vous avoir entendu, parce que si j'avais préparé un diaporama de salopard hospital universitaire, je pense que je n'aurais pas été inspiré. J'en suis même convaincu. Donc je vais pas me défiler. Je vais, puisque Karl m'y autorise, être un provocateur, métissé, moi aussi, parisien, dans les terres basques, mais qui évidemment va essayer de montrer qu'il y a d'abord un problème de définition du cadre que vous avez les trois commis. D'abord toi, Fabrice. Lorsque tu as présenté la problématique, tu l'as présentée et d'ailleurs, tu le dis, tu as 10 fois raison, tu l'as présentée avec ton histoire personnelle. Et c'est comme ça qu'il faut présenter la problématique. Il y a un concept dans lequel on évolue tous, c'est celui des addictions. Je ne parle pas d'addictologie, qui est une science récente, qui se construit
et qui est venu finalement après l'ère médico-sociale. On l'oublie parce que là, les présentations dans le sentiment qu'il y a un territoire qui est attaqué par des gens qui portent la biologie, la médecine, l'évidence-based médecine comme étant un facteur un peu à la manière de ce qu'on appelle du grand remplacement. Ah, tu vois, j'utilise des termes très provocateurs. Donc, je le fais volontairement pour avoir du temps pour débattre avec la salle. Alors que c'est plutôt le contraire, hein, je vais y venir. Tu parlais, je vais reprendre les éléments qui sont dans ta présentation. À un moment donné, dans la présentation, tu parles des TSO comme étant prison, ce sont les termes. Alors que moi, j'ai été abreuvé à un certain nombre de médecins qui n'étaient pas dans le champ du médico-social, qui étaient des humanistes. Je vais prendre simplement la phrase qui a fondé l'alcoolologie, qui est celle de Fouquet, qui disait que finalement, un alcoolique, c'est comme ça qu'on les appelait en 68, c'est une personne qui a perdu la liberté de s'abstenir. Et que l'intervention sanitaire, médicale, et à l'époque il ne pouvait pas le dire, mais il en était lui-même un, c'était un humaniste médico-social, était de lui redonner sa liberté. Et que redonner cette liberté, eh bien, s'organise à la fois avec les éléments d'environnement, et là, je viens de répondre à la position de Karl, et les éléments que la science nous a permis d'avoir sous la main. La science est bête et méchante, mais on a que ça sous la main. C'est un peu comme la démocratie, c'est le pire des systèmes, mais on n'a pas trouvé mieux. C'est ainsi, je vais dire, on mesure, on observe, on réplique et on avance. Et parfois, avec l'honnêteté qui est celui des vrais scientifiques, on peut reconnaître ses erreurs. On en reconnaît beaucoup, beaucoup. En 10 ans, le concept d'addiction a changé de définition autant qu'elle n'a changé, même pas d'école, qu'elle a changé de porteur, hein, d'école. Et donc, je pense que c'est une question de définition à travers laquelle tu as exprimé ton affect en même temps à travers ta présentation, qui mérite d'être éclairée. J'ai pris quelques notes, comme ça on va avancer. Tu as parlé du hold-up de l'hôpital universitaire. Alors, comme je suis psychiatre, je vais revenir aussi sur des concepts importants. C'est un domaine dans lequel peut-être tu n'es pas habitué à évoluer, mais les hôpitaux universitaires, comme tu les as signalés, c'est un monde vaste dans lequel les psychiatres ne sont pas très puissants et les psychiatres addictologues ne le sont pas non plus. Et moi, lorsque j'ai commencé à travailler à l'hôpital psychiatrique, j'ai eu des vieux maîtres qui me disaient, des vrais aliénistes, hein, les vrais hôpitaux psychiatriques, tu vois, avec des gens qui fumaient du cannabis, qui continuaient à fumer du cannabis, dont on ne soignait pas le tabac parce qu'on pensait qu'ils ne faisaient pas de maladie, parce qu'ils étaient protégés par la psychose. Tu vois, on vient de loin. Hein, on vient de loin. Et donc, dans l'hôpital universitaire, le psychiatre universitaire, psychiatre addictologue que je suis, eh bien, il est confondu avec son patient. Il est confondu avec son patient, et moi je le porte avec provocation. Et lorsqu'on sent qu'on porte en soi la casquette du détesté salopard à l'extérieur et qu'on n'est rien du tout à l'intérieur de la grande famille hospitalo universitaire, on se dit qu'on a encore quelque chose à faire. Ça, c'est extrêmement important. Pourquoi on a quelque chose à faire? Parce qu'on se rend compte qu'on devient, malgré soi, et tant mieux, des agents de crédibilisation du modèle médico-social que tu portes. Que nous portons tous. Lorsque je dois faire un projet et je dois mettre des références bibliographiques, c'est bête et méchant, pour avoir des financements, pour donner de l'enseignement, pour transmettre ce qui a été vu, mesuré, répliqué, eh bien je suis obligé d'intégrer des règles. Celle-ci. Celle qu'a intégrée Carl Hart à Columbia durant 20 ans. C'est parce qu'il a intégré ces éléments qu'il a pu les critiquer. C'est parce qu'il vient de l'intérieur de l'école de Columbia qu'il a pu écrire dans des grands journaux. C'est parce qu'il est PhD qu'il a pu écrire High Price et qu'il est passé dans des plateaux de grandes compagnies tenues par des Blancs. C'est ce qui lui a permis de le faire. Alors, je vais revenir aussi sur la notion d'environnement. La notion d'environnement. Il y a un auteur français, tu dois le connaître, c'est Serge Pogam. Il a écrit ce qu'on appelle la défaite sociale. C'est un modèle très simple.
il a essayé d'expliquer, il s'est appuyé d'ailleurs sur les sociologues américains qui expliquaient que la psychose était héréditaire chez les Noirs. Non, il expliquait ça, il y a des théoriciens, pourquoi? Et on s'est demandé comment se fait-il. Alors il y avait des éléments évidemment liés à l'environnement, la pauvreté, l'incurie, il n'y a pas d'accès aux soins. Et puis il est arrivé, c'était des théories qui étaient subversives, sociologisantes, gauchisantes, on pourrait dire ici en France. La science est venue lui donner raison. La science est venue lui donner raison récemment, et pas que lui. Elle est venue, on l'a vu il n'y a pas très longtemps, on s'est rendu compte finalement que le stress du déplacement, et là je reviens au modèle français, le stress du déplacement des premières générations d'émigrés, maintenant la 4e, 5e génération, on avait les premières générations, c'était des cultivateurs, des incultes, des analphabètes qui sont venus après 45 travailler, qui ont accepté la différence et le racisme hexagonal, qui ont mis au monde des enfants qui, eux, n'ont pas été acceptés par cette terre et qui ont commencé à l'agresser. Ensuite, il y a une 3e génération, on est à la 4e ou 5e génération, et on s'est rendu compte que finalement, il y avait, hélas, un déterminisme qui ne donnait pas son nom. On est passé d'un effet dans l'environnement vers un déterminisme qui a glissé vers un déterminisme quasi génétique. Et on s'est rendu compte finalement qu'il y avait des phénomènes de gènes d'environnement qui s'étaient mis en place, qu'il y avait des petites modifications, et on s'est rendu compte que ces modifications de certaines maladies, de certains caractères, étaient transmissibles. Et c'est là où j'invite, puisque Karl nous invite à lire la littérature, il est utile et important de ne pas opposer l'environnement social à l'effraction que de cet environnement peut faire dans la biologie, dans la science et dans la psychologie. Et que l'exclusif nous rend bêtes séparément. L'exclusif nous rend bêtes séparément. Je vais revenir sur la comparaison que Karl Hart a fait entre les maladies neurologiques, chroniques, dégénératives comme le Huntington et les addictions. Ce qui est utile, c'est pourquoi Karl a fait cette... Je lui pose la question, il répondra. Pourquoi il a décidé de faire cette comparaison entre l'addiction et les maladies neurodégénératives. On sait que dans ces maladies, on a la preuve dans ces maladies qu'il y a un substratum biologique et même génétique, héréditaire, et on le sait. Nous savons tous qu'il n'y a pas ces aspects dans les addictions. Nous le savons. Je le laisserai répondre tout à l'heure. En revanche, ce qui m'intéresse de montrer dans la démonstration que Karl a faite, ce n'est pas la preuve que lui, ce n'est pas la preuve scientifique qui pose problème. C'est la manière avec laquelle cette preuve a été utilisée. Lorsqu'on a montré qu'il y avait ce qu'on appelle des facteurs modifiables, notamment l'accès aux soins, la protection des populations vulnérables, et qu'on n'a pas mis en place une politique de réduction de ces facteurs, ce n'est pas la science qui est remise en question, mais c'est son application et c'est la politique avec laquelle on va corriger cet environnement qui, le seul, est possiblement modifiable. Et donc c'est là où je ne rejoins pas l'ensemble du panel, ici présent, qui finalement pense qu'il y a la suprématie du biomédical contre la prééminence du médico-social. C'est ça qui me pose problème. Tu vois ? Ensuite, sur l'intervention de Marie Geoffrey, elle a très clairement montré qu'il y avait une sorte de déterminisme socio-ethnique qu'elle réfute évidemment dans ses conclusions, parce que c'est un esprit bien fait, qui serait à l'origine finalement d'une sorte d'approche biomédicale exclusive et qui ne prend pas en compte tout l'environnement social, tout l'environnement social. Voilà. Et tu as parlé de l'injustice sociale, notamment avec l'interaction avec les drogues, avec un modèle scientifique qui parfois ne prend pas en compte les avancées de la sociologie. C'est vrai pour ceux qui ne s'occupent pas vraiment des patients. En revanche, ce qui est utile et important, un sociologue réfléchit, pour le groupe, un médecin réfléchit pour un patient. Lorsque j'ai en face de moi quelqu'un qui souffre, quelqu'un qui demande de l'aide,
et qui me dit de l'aider pour le libérer d'une addiction ou bien d'une comorbidité ou bien d'une maladie, je suis obligé de réfléchir tout de suite et maintenant, qui ne m'empêche pas d'avoir une vision globale de la situation. Et la manière avec laquelle tu as décrit ton travail est utile, mais la manière avec laquelle je défends, et nous défendons au quotidien, est utile aussi. Et donc, opposer ces deux manières d'appréhender la question des addictions, comme l'a fait de manière provocatrice et intelligente, je le reconnais, Fabrice, me paraît inapproprié. Alors, penser que le modèle biomédical va renvoyer dans les corps le modèle social et environnemental me semble excessif. Penser que il y a, à travers le modèle biomédical, une théorie du racisme organisé me semble excessif, parce que, pour finir, c'est juste pour quelques... alors, je vais vous paraître peut-être un peu naïf, mais ça n'est, pour moi, c'est le modèle biomédical qui permet finalement de montrer qu'un cerveau de pauvre, un cerveau de riche, un cerveau de gros, un cerveau de maigre, un cerveau de migrant ou un cerveau de noir ou de blanc, c'est le même cerveau. Voilà, merci beaucoup. Alors, le problème, c'est que je crois qu'on a combien? 5 minutes, c'est ça? May I just have one? I'd like to say one thing. For sure. 15 minutes. Okay. Thank you. I mean, you had a difficult job. So thank you. I just want to clarify one thing. There is not a question about the importance of science. I am a scientist. I love science. Science has actually liberated me. So that's not a question. I'm a scientist. The question is with the scientist and the scientist's interpretation or misinterpretation and not adhering to the principles of science. That's the question. So we are clear. We all love science. Science is simply a methodology that ensures rigor. That's all science is. And there's a false distinction between biomedical science or social science. That's a false distinction. Science is simply methodology. Je ne saurais dire mieux que ce que vient de dire Karl. Il ne faut effectivement pas mésinterpréter tout ce qu'on a dit. On est tous, évidemment, ici des gens rationnels qui pensons que la science est un outil utile. Et l'exemple des TSO, d'ailleurs, il faut quand même bien préciser ce que j'ai dit. J'ai commencé par dire que c'était effectivement, ça a été un instrument de libération incroyable, notamment pour ma génération. Non, alors justement. Par contre, le problème aujourd'hui, quand je parle de prison, c'est que c'est devenu une forme de pouvoir qui s'abat sur les vies individuelles des personnes concernées, sans qu'ils aient souvent la possibilité d'y échapper, et paradoxalement, beaucoup plus brutalement que pouvait être l'addiction à l'héroïne illicite. Donc on est quand même dans quelque chose de compliqué. Et alors la dernière chose que je vais ajouter par rapport à ton illustration et défense de la dicto, qui était brillante, c'est qu'on parle de la politique des drogues en général. On ne parle pas uniquement de notre petite planète, où en général on parle entre nous. Or la politique des drogues, globalement, elle est faite dans les prisons, par les policiers, par les juges. Et quand on parle des gens qui sont concernés par les drogues dans notre pays, la grande majorité d'entre eux ont plutôt affaire à la machine prohibitive. Après, il y a tout un ensemble de gens plutôt privilégiés qui participent à la problématique économique en exerçant une demande de drogue globale dans notre société. Et c'est cette question-là qui est traitée majoritairement, d'ailleurs à 80% des investissements de l'État
va là, elle va dans la répression. Donc, et là, on n'est absolument pas concerné. Donc c'est l'efficacité que peut avoir le discours scientiste, puisqu'il faut effectivement parler de scientisme, par rapport à cette machine prohibitive que je mets en question. Et donc il faut toujours avoir l'ensemble du tableau. Juste un élément. Merci Amine, parce qu'effectivement, tu avais une position difficile et tu t'en es très brillamment sorti. Je pense que ce qui est important de rappeler, c'est que le format du débat qui avait été proposé par Fabrice était un format du débat de type débat et controverse. Et donc, en fait, les présentations qui ont été faites aujourd'hui se voulaient synthétiques et donc pouvaient donner lieu à une impression effectivement d'opposition. En nous écoutant tous, moi, ce dont je me rends compte, c'est qu'en fait, il y a beaucoup plus de choses qu'on imagine qu'on partage. Le premier élément, c'est qu'en fait, ce qu'on a tous dénoncé ici, Amine y compris, c'est en fait surtout l'instrumentalisation politique et le cadrage qui peut ensuite être donné aux données de la science. Ce n'est pas la science en elle-même, c'est l'instrumentalisation qui va en être faite ensuite. Donc ça, c'est un élément sur lequel on est tous d'accord. Et le deuxième élément, je pense, sur lequel on est tous d'accord, même si le format de la session était volontairement provocateur, c'est qu'en fait, l'idée, ce n'est pas de proposer une approche exclusive contre une autre, mais en fait, c'est de faire en sorte de limiter la domination d'une unique approche, qu'elle soit biomédicale, qu'elle soit en sciences sociales, et d'essayer de voir comment confronter ces approches. Merci Marie. Un petit point simplement pour expliquer la manière avec laquelle j'ai réagi à chaud, c'est toujours mieux. Je pense qu'il y a un terme qui manque, mais que évidemment la salle n'a pas oublié de formuler au fond d'elle-même, c'est le terme d'éthique. La science doit être un domaine d'éthique. Et ce que tu montrais, Karl, est tout à fait vrai, c'est l'interprétation des données scientifiques qui parfois se laisse emporter par deux éléments, la facilité, la reproduction dans un système qui est devenu fou pour les publications, parce que lorsqu'on s'écarte dans les conclusions, on a peu de chances d'être publié, et lorsque on a peu de chances d'être publié, un système qui s'emballe, on le sait tous, et puis cette éthique du résultat, même s'il ne va pas dans le sens de la généralisation des résultats, peut parfois heurter. Donc il faut une éthique. Et là, nous devons, nous, hospitaliers, universitaires, scientifiques, mettez ce que vous voulez, avoir cette éthique. Ça, c'est extrêmement important. Et je vais vous raconter une histoire rapidement ensuite. Lorsque moi, j'ai commencé à faire mon dossier, comme tout le monde, pour être hospitalier universitaire, ben, je n'ai pas changé, hein, je suis toujours le même, hein, j'ai une parole franche, tout le monde me connaît. Et j'ai toujours été très intéressé par ce qui se passe dans le domaine du social. Et je suis allé, une fois que j'étais jeune professeur, je suis allé dans les débats avec les associations, comme tu le sais, de défense de la légalisation du cannabis. J'ai fait Don't Punish, je n'ai pas arrêté. J'ai eu une fois une remarque d'un non-psychiatre qui m'a dit « Maintenant que tu es PUPH, tu n'as plus besoin d'aller te faire chier avec ces toxicos. Arrête de déconner. » Voilà la manière avec laquelle il existe une espèce de rift absolu entre... Mais moi, quand je vais chez les toxicos, c'est la manière avec... Je me nourris et je suis en totale adhésion. Alors en totale adhésion avec ce qui se raconte. Et je partage un certain nombre de choses, notamment sur l'expertise que j'ai, par exemple, sur le cannabis. J'ai appris beaucoup. Non, mais bon, enfin, ta réaction, elle est typique effectivement d'un quiproquo qu'il y a dans ce débat. C'est qu'on ne parle pas de cette question Oui, je parle dans le micro. Là, c'est un micro, donc bon... la question n'est pas de savoir si tu es avec les toxicos ou pas les toxicos. La question est d'avoir dans l'ensemble du débat, par exemple, ce qui manque terriblement ici, c'est d'avoir des représentants du système judiciaire, des représentants de la police qui, eux, sont confrontés tous les jours à cette question de la politique des drogues. Et comme je l'ai dit, quand tu parles des toxicos, entre guillemets, la grande majorité des gens qui prennent des drogues aujourd'hui sont totalement invisibles et ne viennent pas dans nos colloques, ou alors quand ils viennent certainement pas avec leur étiquette de consommateur de drogue caché. Et c'est eux qui pèsent sur l'ensemble du système. Donc c'est pour ça que je dis qu'il manque des interlocuteurs. Maintenant, je pense qu'il faudrait que la salle puisse intervenir, si elle le désire.
Bonjour, Nathalie Hubert, addictologue. J'ai une question pour Karl Hart, un petit peu plus pragmatique. Vous avez décrit une absence de maladie cérébrale, a priori pas d'atteinte cognitive ni de lésions dégénératives concernant les méthamphétamines. Est-ce qu'on peut mettre toutes les substances psychoactives dans le même sac? Qu'en est-il de l'alcool, du cannabis, justement, dans ces domaines-là? Merci. Yeah, thank you for that question. I use methamphetamine because it's the one that, if any, you would see with methamphetamine. The amphetamines are the ones that more readily produce toxicity. So when you look at other drugs, it's even more difficult to see this sort of thing. Now, I want to make it clear, I am not saying that there is not a potential to cause neurotoxicity, because certainly there is a potential if you take doses that are so large, but usually you will have other problems like death before you see this in humans. And I am simply arguing that there is virtually no evidence in the human literature to demonstrate this up until this point. And I challenge the audience to show me that data. Go find that data, because I would like to see it. I've been searching for it for 10, 15, 20 years. Bonjour. Bonjour. En fait, j'ai une question pour Monsieur Karl. La question, vous dites que la drogue, plutôt l'addiction, c'est pas une maladie du cerveau. Pourquoi on soigne les patients s'il n'y a pas un problème? Il y a une maladie, mais si ce n'est pas une maladie du cerveau, c'est une maladie de quoi? C'est une maladie du cœur, c'est une maladie de l'intestin, c'est quoi? Donc j'aime bien en fait vous croire qu'il y a une interprétation de la science, mais la définition de l'addiction, si ce n'est pas une maladie de l'être humain, c'est une maladie de quoi? Merci. Addiction is a behavioral illness. If you look at the DSM or if you look at the ICD, the symptoms that describe addiction is, of course, behavioral, primarily behavioral. Now, the fact that we behave, obviously, it's had something to do with the brain. My moving, I'm talking, of course, it's in the brain. But to say that there are identifiable neural substrates, so therefore we target those neural substrates to treat this, no, that has not been effective for developing treatments. I have spent my career searching for treatments under this model. It doesn't mean that addiction is not a disease, because certainly it's a disease or a behavioral disorder, whatever you call it, it's certainly people have problems. But to say that we have the reasons for it in the brain and therefore we target it, no, we don't have that evidence. We're not there. Instead, we target those behavioral problems, those issues that we see. But it still means that we have to treat them. Ah ben j'allais causer, alors merde. Ah bon, alors, merci. C'est une question qui s'adresse au panel, mais tout de même plutôt à Karl Hart et à Fabrice Olivet. Parmi ceux qui insistent sur le fait que les minorités aux États-Unis, la minorité afro-américaine a été d'abord l'objet de la répression liée aux politiques de drogue, il y a parfois presque un basculement vers le complotisme, c'est-à-dire le fait que finalement, la grande épidémie d'héroïne des années 60-70, puis l'épidémie de crack, ont été en quelque sorte organisées et voulues par la majorité blanche. Alors, est-ce que vous pensez que disons que cette position qui flirte avec le complotisme est raisonnable? Et la deuxième question que je voulais poser, mais qui est liée, c'est il y a tout de même une épidémie d'overdose d'opioïdes aux États-Unis qui est extrêmement impressionnante. Or, il s'avère qu'elle touche des Blancs.
et que donc, est-ce que ça n'est pas quelque chose qui relativise l'intention qu'il y aurait à réprimer telle ou telle population à raison de son ethnicité? Merci. In terms of conspiracy theory or plot in the U.S., there isn't a need to have a conspiracy theory or a plot in the U.S. It's built in the fabric of our society. So drug policy and the way we deal with drugs in the U.S. Is but one of many sort of tools that we use to further marginalize people, some certain groups, people of color. So there's not a reason or a need to have a conspiracy theory. It's built in the structure of our country. That's one. And then when we think about the opioid crisis in the United States, the opioid crisis is nothing new in the United States. This is how we responded to even crack cocaine in white people in the United States. Exactly the same way. Although people go back and they have this revisionist sort of perspective. Since the early 1900s, we have always treated drugs, treated populations differently, whether they use a stimulant or a sedative. So what we're seeing with the opioids in the United States, while we're treating white folks, we have always done that. But at the same time, 80% of the people who are going to jail for opioids today in the United States are black and brown people. So it's the same thing that we have always done. This is nothing new. The problem is that people come to this debate, this discussion, they act as if it's new because they are new to the debate. But the evidence and the strategies, they remain the same. Humans have a limited sort of capacity in terms of their behavioral repertoire. And so we have continued to behave the same way. Alors, effectivement, je ne saurais pas dire mieux, puisque de toute façon, en plus, c'est son pays, donc il sait exactement de quoi il parle. Tout ce que je peux ajouter par rapport à la conférence d'Atlanta à laquelle j'étais en début de semaine, c'est que sur l'épidémie d'opioïdes, justement, Michel Alexander insiste sur le fait que la réponse, et Marie l'a rappelé, des autorités américaines a immédiatement été de l'analoxone, de la prise en charge qui n'existait absolument pas avant, notamment en matière de réduction des risques. Et il ne faut pas oublier que l'incarcération de masse dont on parle aux États-Unis, elle, était basée sur une épidémie d'héroïne dans les années 70 et ensuite une épidémie de crack qui a fait beaucoup moins de morts que l'épidémie d'overdose à l'heure actuelle. Donc en termes de mortalité, finalement, l'épidémie des années 70 a été une catastrophe pour la communauté afro-américaine par l'incarcération de masse et les gens qui ont été tués à coups de Kalachnikov et de fusils. Mais en termes d'overdose, c'était beaucoup plus light que ce qui est à l'heure actuelle la véritable hécatombe de l'épidémie d'opioïdes. Alors je fais le lien avec la session suivante, puisque apparemment nous avons un invité prestigieux, donc M. Montoya, qui va nous parler justement de l'épidémie d'opioïdes aux États-Unis. Et je vous remercie tous de votre courage pour nous écouter de manière si matinale.